Bonjour Jérôme Baron. Bonjour, ça a l'air de marcher là? Ça marche très bien. Bon, parfait. Parfait, grand plaisir de vous accueillir. Partagé. J'ai réalisé l'exercice redoutable d'interviewer Jacques Doillon sans lui. Je viens de voir. Et j'ai commencé en vous présentant. Bonjour donc. Bonjour. Merci de passer 1 heure avec nous et à regarder des films et à en parler. J'ai ici sous les yeux une petite présentation de vous. Est-ce qu'on peut vous présenter en disant que vous êtes directeur artistique du Festival des Trois Continents, président du conseil d'administration du Cinématographe. Il est à Nantes. Il est à Nantes. Et qu'est-ce qu'on peut faire au Cinématographe? Au cinématographe, la salle a été réouverte en 2002 après une période assez importante de fermeture de 6 ou 7 ans. Et très rapidement, la programmation, qui est un travail collectif au cinématographe, rassemblait un certain nombre de cinéphiles, d'associations autour d'un projet de redonner vie à ce lieu et de combler peut-être un déficit, un certain niveau de programmation sur la ville. On a tout de suite fait beaucoup de cinéma de patrimoine, de rétrospectives, de monographies, de programmation thématique, et puis surtout c'est un lieu où l'éducation à l'image a été quasiment mis au centre du projet. Non seulement à travers le pilotage de dispositifs comme école et collège de cinéma pour ce qui concerne le cinématographe, mais tout un tas d'activités qu'on a déployées autour de la programmation qu'on proposait et qui permettaient à différents types de personnes de prendre la parole autour de films et puis de leur expérience ou critique ou d'historien ou de cinéaste ou de technicien du cinéma et d'ouvrir très largement la possibilité aux spectateurs d'avoir une expérience un peu plus approfondie et diversifiée de sa relation au film. Et vous n'avez pas dit que le cinématographe est un cinéma d'art et d'essai qui date de 1908? C'était pas un cinéma d'art et d'essai en 1908 parce que la notion d'art et d'essai n'existait pas, mais c'est effectivement probablement aujourd'hui un des plus vieux cinémas sédentaires, puisqu'à l'époque le cinéma se sédentarise, encore ouvert, et il a la particularité d'être dans une chapelle qui était la chapelle du couvent des Carmélites à son origine. C'est devenu l'American Cosmographe en 1908, et puis ensuite le cinéma a changé plusieurs fois de nom avant de trouver le sien, pas avec nous, mais avec l'exploitant qui nous a précédés, Jean-Serge Pinault, qui est une figure importante du cinéma à Nantes, qui est récemment disparu, et qui avait donné ce nom à la salle. Et où moi, j'ai découvert, quand j'avais 19-20 ans, je sais pas, mes premiers films de Manuel de Oliveira, Les Strobes, Godard, tout un tas de choses, Pasolini et tout un tas de choses comme ça. Ouais. Oui, parce que ce que vous dites implicitement en expliquant que votre goût pour la pédagogie est au cœur de votre projet, même sur les trois continents, c'est parce que vous-même, vous êtes un enfant du cinéma, en fait. C'est-à-dire que vous avez découvert, vous le dites dans cette petite présentation que j'ai trouvée sur Le Monde, c'était avec votre grand-père que... Ouais. En fait, je crois que le cinéma, pour moi, il est d'abord passé, peut-être pour un certain nombre de personnes de ma génération, par la télévision, quoi. Et c'était le cinéma américain, le grand cinéma américain classique, celui des années 40, 50, parce que ces films étaient fréquemment ou régulièrement montrés. Et puis aussi des classiques du cinéma français, puisqu'il y en avait. Donc c'était pas une initiation cinéphilique, mais c'était une manière de baigner là-dedans, parce que ces films étaient programmés régulièrement. Moi, je sais pas, à 10 ans, j'avais vu 8 fois Rio Bravo, quoi. Je sais pas, peut-être plus ou moins, mais quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Parce que ce film était donné tous les ans, et tous les ans je le voyais, et tous les ans je l'aimais davantage encore. J'ai compris beaucoup plus tard pourquoi je l'aimais, mais
voilà, le premier amour avec Rio Bravo, c'était Angie Dickinson, ça c'est une évidence. Mais ça commence bien. Après, il y a eu bien d'autres raisons d'aimer le film, et notamment le jour où il m'a fallu résoudre cette question et y apporter moi-même des réponses, à savoir pourquoi John Wayne lui tournait le dos, quoi. Et quel âge vous avez, puisque vous dites que c'est par la télévision que ça passe? Les gens de la génération de la nouvelle vague, là, je vous vieillis pas démesurément, mais ont découvert le cinéma. J'ai eu l'occasion de questionner Tavernier. Il racontait qu'il partait à Bruxelles voir des films en bagnole, à 6 ou 7 dans la bagnole, qui dormait par terre, que ça sentait la chaussette, et qui regardait dans un week-end 8, 10 films. C'était une cinéphilie qui est un peu légendaire aujourd'hui. Ça m'intéresse que vous expliquiez comment la cinéphilie qu'on fantasme encore aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe ou si vous cherchez à la fabriquer. Je pense que c'était une sorte de fantasme. Notre pratique du film a changé. Mais dites-moi comment des gens de votre âge pouvaient aimer le cinéma en passant par la télé, parce que là, pour un prof d'histoire de l'art, ça paraît être le médium qui n'était pas celui attendu. Parce que moi, je suis né en 70 et dans les années 70, et même un tout petit peu au-delà, mais on reviendra peut-être sur ces années charnières qui sont les années 80. Il y a quand même toujours eu une programmation de type un peu ciné-clubique à la télévision française. Il y avait le cinéma de minuit de Brion, il y avait le ciné-club de France Télévisions, puis d'Antenne 2, et puis France Télévisions par la suite. Il y avait la dernière séance. Durant les périodes de fête, il y avait systématiquement, je me souviens des périodes de Noël où on enfilait quasiment les comédies musicales hollywoodiennes les plus remarquables, souvent les mêmes, mais des films remarquables. Donc la fréquentation de ces films faisait qu'on créait avec eux sur la durée une sorte de relation d'affinité qui, moi, j'ai beaucoup appris à revoir tout de suite. Et je pense que c'était quelque chose de déterminant. De prendre du plaisir à revoir les films et à changer ou à voir ma relation avec eux et évoluer sur 2, 3, 4, 5 ans en les revoyant de façon complètement régulière sans choisir de les revoir parce qu'ils étaient juste disponibles à cet endroit-là. Et puis très rapidement, la salle a pris sa place. Ça, c'est certain. Moi, à 14 ans, 15 ans, j'allais au cinéma quasiment tous les jours ou pas loin, au lieu d'aller à l'école parfois. Mais je suis allé beaucoup au cinéma à partir de cet âge-là. Ouais. Et puis il y a eu des accidents. On a vu l'affiche ou une illustration tirer toute la mémoire du monde. Et effectivement, je me souviens très bien, un dimanche matin, où mon grand-père allait à la bourse des syndicats, enfin à l'endroit où les différents syndicats étaient rassemblés et où les gens venaient parler d'autre chose. Il y avait parfois des projections de films. Et des projections de films en copie 16 qui devaient sortir des réseaux de ciné-club ou qui gravitaient par là. En tout cas, là, il y avait un petit équipement et un matin, je suis tombé sur ce film. Voilà. Je devais avoir 11 ans. Et le film était déjà commencé, donc je savais même pas quel titre il avait. On était arrivé un petit peu en retard. Et c'est un film pas très long. C'est un film incroyable. Ouais, c'est un film, ça a été un choc pour moi. Mais vraiment un choc, un ébranlement, quoi. Véritablement, quoi. C'est un film que j'ai ressenti. D'ailleurs, j'ai pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'un documentaire, puisque c'est une bibliothèque nationale filmée comme une sorte de vaisseau dans des proportions, des travelling, des manières de faire, de raconter cette histoire, etc. Où tout devenait quasiment fantastique. Et c'est là aussi où, en y repensant, je vois bien comment le documentaire a pu être pour moi, plutôt que quelque chose qui témoignait du réel, aussi la source d'un rapport aux choses qui n'excluait pas la possibilité de forger un imaginaire. Et j'ai toujours ce rapport-là au documentaire d'une certaine manière. En tout cas, c'est quelque chose qui est resté. Ouais. On va en parler avec Comolli, puisque je vous ai posé la même difficulté qu'à tout le monde, c'est-à-dire partons des années 90, des choses de vulgarisateur tout à fait mal élevé. Pouvez-vous me dire quel est le plus grand réalisateur de documentaires des années 90? Vous avez 3 secondes. Et Non, je ne sais pas si je dirais Jean-Louis Comolli, parce qu'il y en a tellement, des gens qui m'ont marqué dans cette période-là. Moi, je sais que un cinéaste avec lequel j'ai beaucoup cheminé, je ne sais pas si c'est pour autant le plus grand, je sais qu'un cinéaste
comme Richard Dindo, le cinéaste suisse, a été très important pour moi. Bon, j'ai découvert ces films des années 70, à peu près à cette période-là, dans les années 90. Pour une bonne et simple raison, c'est que Dindo suivait un chemin. Je pense qu'il se passe dans les années 90 ou déjà dans les années 80, c'est qu'un certain nombre de personnes se retrouvent un petit peu orphelins d'un certain nombre d'autres choses, de leurs engagements politiques, d'une certaine forme, livrer une certaine forme d'errance dans l'époque, etc. Et que chacun est en train d'une certaine manière, je pense que Comolli, il a tendance à essayer de tenir les fils de l'histoire à sa manière. Et en l'occurrence de cette histoire particulière avec Marseille qui va compter 9 films entre, je crois que le premier, les 2 Marseillaises, il doit être 1968 si je me souviens bien, et puis Rêve de France à Marseille, le dernier c'est 2003, donc c'est plus de 30 ans. Dindo prend un autre chemin, je pense et ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup touché. Il s'invente une famille d'adoption en tant que Suisse, donc il va chercher en Suisse d'abord et puis de manière un petit peu plus périphérique des gens comme ça qui auraient pu être des pères, des cousins, des frères, et en racontant leur histoire à eux, en passant du côté du récit biographique, et d'une certaine manière c'est une autobiographie déguisée qui est très politique, qui est historique, et qui pose la question aussi de la place de l'art. Je pense à un film comme Max Frisch, Journal 1-3 sur le grand écrivain suisse de langue allemande, Max Frisch, dont objectivement Dindo dans son film fait une sorte de père. Et le documentaire était cet endroit où j'avais l'impression que à la sortie de ces années qui avaient été très très politiques, à la fin des années 60, on disait que le premier film de Comolli sur Marseille, c'est 68. Comolli est encore au Cahiers du cinéma à ce moment-là, et on sait que cette période des cahiers, là, jusqu'à 71-72, était une période très, 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 très politique de la revue. Oui. D'une manière d'envisager la politique qui était aussi liée au contexte du moment, mais dans le documentaire, peut-être plutôt qu'ailleurs, peut-être que les gens s'étaient pas complètement résignés à abandonner non pas des espoirs ou révolutionnaires ou autres, mais à se dire que voilà, ils n'avaient pas réglé leur compte avec ça et qu'il y avait encore peut-être d'autres manières et notamment celui du cinéma, de rester au contact des choses. Et alors, je vous ai fait parler, je pensais vous questionner sur Comolli. À la fin, je le fais dès le début. C'est parce non, que... mais c'est pas grave, on pourra y revenir et c'est surtout pour une remarque que vous faisiez sur ma question du documentaire et du fait que vous parliez d'un choc esthétique. Comolli a fait un documentaire dont j'ai pris un petit extrait. On trouve pas beaucoup d'extraits, même de bandes-annonces sur Internet. Il a fait un documentaire sur un homme que j'admire beaucoup qui s'appelle Pierre Riboulet, qui est architecte. Il s'appelle Naissance d'un hôpital. On se connaît pas directement, mais j'ai une maladie orpheline qui est l'évrophilie, c'est-à-dire j'aime ce qui est à Évry, je le dessine, parcours, fais visiter et écris dessus. Je suis tout seul. Et j'essaye de répandre cette maladie dans le monde. Et en fait, Pierre Riboulet a construit 2 bâtiments à Évry, une école de musique qui est un pur chef-d'œuvre. Et je voudrais juste montrer cet extrait et vous faire réagir dessus parce qu'on y voit un documentaire de quelqu'un, c'est la naissance d'un hôpital. On le voit en silhouette ici, c'est le père de Pierre Riboulet, de Mathieu Riboulet. On y voit un type qui est en train de chercher qu'est-ce que c'est que faire un hôpital pour des enfants. C'est quand même, il le dit, une grosse responsabilité. Un homme qui a été proche du Parti communiste, qui est vraiment engagé politiquement, qui va faire beaucoup écoles de musique, beaucoup de logements collectifs sociaux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fois, il y a une espèce de portrait génial de quelqu'un qui pense. Mais là où je voulais en venir, c'est que Comolli se permet des sortes de travelling. Il filme des choses qui sont très belles et c'est un vocabulaire visuel qu'on n'est pas habitué à trouver dans le cinéma documentaire. Il y a quelque chose qui est assez nouveau dans la façon de faire. Enfin, je dis nouveau, peut-être vous corrigerez si je ne sais pas qui a fait ce genre de choses. On le regarde ? Oui. Comment l'espace architectural peut-il se situer par rapport à ce tragique? L'exprimer? Certainement non. Le nier? Comment serait-ce possible? Donner les moyens de lutter contre, d'aider? Angoisse devant un tel problème.
Il faudrait entrer dans l'hôpital comme on passe dans une rue, une galerie où il y a beaucoup de choses à regarder, où on peut aller et venir, courir et rêver. Dans cet univers d'hôpital où la mort est partout, l'architecture devrait l'effacer autant qu'il est possible. Exprimer la vie. Limite de l'architecture, elle ne peut résoudre, à peine montrer, quelquefois exprimer. Du moins faut-il garder cette misérable assurance des choses face à la mort. Cette façon simple et complète à la fois de se sentir rassuré, délivré d'un poids par la seule grâce des lieux, des proportions, des accords. Quand je crie, je parle. Quand je chante, je parle. Je suis l'éléphant grimpant. C'est vraiment très étonnant. On dirait une espèce de narration, on dirait une espèce de poésie qui passe sur quelque chose qui est de l'ordre du documentaire. Là, il y a effectivement une écriture quoi qui est donnée à entendre hein, aussi. Et je pense que là, l'extrait pose une question qui. Alors moi, j'aime beaucoup ce film que j'ai pas revu depuis bien longtemps. Mais une question qui est récurrente hein, dans le documentaire. C'est quand on filme l'œuvre ou la création de quelqu'un, comment est-ce qu'on la filme dans la mesure où une esthétique, c'est-à-dire une pensée en acte, en tracé là en l'occurrence, est en jeu. Comment est-ce qu'on la donne à voir quoi? Comment est-ce que en tant que cinéaste on crée un geste pour en rendre compte? Et la question qui est celle qui est posée par la voix d'une certaine manière autour de cette architecture qui doit donner vie, ou en tout cas qui doit être en phase avec la vie elle-même, alors que l'hôpital est aussi cet endroit où on peut mourir, on vient mourir parfois. C'est très touchant de dire ça. C'est très fort. Incontestablement, c'est de comment est-ce qu'effectivement le geste est à la hauteur de ce qui se joue et trouve sa propre voie ou voie formelle et de réflexion, enfin d'esthétique sur un objet qui en a déjà une, ou en tout cas on voit qu'il est en recherche. Et cette rencontre là effectivement très belle et très délicate dans l'extrait qu'on vient de voir. Il s'agit plus de faire seulement un film sur quelqu'un dessinant un hôpital ou parlant de l'hôpital qu'il imagine pouvoir créer, mais d'aller à la rencontre véritablement du geste qui sous-tend la naissance de cet hôpital. Oui, de trouver les moyens du cinéma à l'équilibre, mais la juste hauteur. La question, c'est comment on touche au réel, quoi. Lui, avec sa maquette, ce qui anime sa création, et puis Jean-Louis Comolli dans la rencontre avec ce geste d'architecture. Voilà, c'est très fort. Et d'ailleurs, j'en profite parce que 150 émissions plus tard, j'ai essayé de montrer l'histoire de l'art, mais j'ai évidemment tout aussi cruellement pas montré plein de gens d'histoire de l'art. Pierre Riboulet a écrit un livre sur la composition en architecture qui rapproche la composition du bâtiment de la composition d'un quartier et de la composition musicale. Un livre qui intéresserait tous les gens qui sont artistes, que ce soit des gens qui composent ou qui improvisent en musique ou qui le font en peinture. C'est un livre extraordinaire d'intelligence. Alors j'en viens à vos deuxièmes fonctions après, si je ne me trompe pas, après l'organisation du cinématographe et la cinéphilie. Vous voici dans le président.
des Trois Continents depuis 2010, si je dis pas de bêtises. Oui. Et alors, ce petit texte ne vient pas de vous, mais je trouve qu'il permettait, et je vous invite, je vous convie à une balade dans l'histoire du festival avant vous. Donc, j'aimerais assez que vous nous expliquiez, parce que il naît dans les années, voilà, il y a plus de 40 ans. Soit dit en passant, bravo pour la personne qui fait le site, il est parfait. C'est autant toute cette histoire permet de voir une histoire du cinéma. Voilà, les Trois Continents, des cinéastes essentiels d'Afrique, Amérique latine et Asie. Les plus grands noms du cinéma international y ont été révélés. On va y revenir. Japon, Mali, Iran, Hong Kong. Et puis on a des gens vraiment remarquablement importants. Je faisais la remarque à Benoît Peeters, qui lui aussi vient de Jules Verne et de l'univers, le monde qu'il a créé. On se rend pas compte à quel point Jules Verne est une figure presque imposante. On parle beaucoup de Hugo ou de gens comme ça, mais Verne est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour beaucoup d'artistes. Voilà, et, la présidente de l'association précise, ce festival s'ouvrait en référence à Jules Verne comme un tour du monde en 7 jours, voyage insolite pour nos navigateurs immobiles, en faisant appel à notre curiosité, notre passion de l'inconnu, pour regarder et écouter ces images et ces voix venues des 3 continents. Voilà, donc il s'agit de montrer des choses qu'on ne connaît pas et puis aussi d'aller vers autre chose. Alors, le parcours que je vous emmène faire, c'est celui des affiches d'abord, hein, dont vous n'êtes pas responsable puisque je suis sur les années 90. Oui, c'est les années 90. Là. Et mais j'ai pris quelques morceaux et quelques extraits de films que j'aimerais que vous nous fassiez découvrir parce que je le dis tout à fait avec honte, mais je ne connais pas forcément Ocean, Kiarostami, Zanké, Wong Kar-wai, Koreda et donc et Cissé. J'espère que vous allez nous servir de guide un petit peu sur ce chemin. Donc le Festival des Trois Continents, dans ces années 80, il est, j'aborde 90, on voit qu'il y a un petit changement dans l'esthétique et dans la façon de le montrer. D'ailleurs, on voit qu'assez vite, il va devenir assez graphique, ce système d'affiches. Et sur le 13e festival, on est en 91. Je note que dans le palmarès, nous avons pas mal de films de Taïwan, de Japon, de Chine, encore Wong Kar-wai de Hong Kong, Tadjikistan. Et pourquoi je commence par ça? Parce que si je ne perds pas mon fil, vous avez écrit... Toc. Voilà, là, ce texte est de vous. Quand vous prenez la présidence, j'essaye de regarder ce que vous écrivez, hein, je lis. C'est l'occasion de vous faire parler même quand vous n'êtes pas là. Présence du cinéma indépendant chinois. Et quand vous prenez la tête de ce festival, le premier texte que j'ai trouvé de 2010, vous dites « La présence désormais incontournable du cinéma chinois sur la scène internationale constitue un des événements les plus marquants des 2 dernières décennies. » Et le phénomène n'a fait qu'enfler depuis 15 ans et les festivals, réagissant tant à une actualité économique, sociale, artistique, se sont mis à l'heure chinoise. Oui, pardon. Oui, non, je pense qu'il se... Alors, le cinéma chinois existe depuis longtemps, mais c'est vrai que très longtemps, c'est une réalité cinématographique qui, pour le spectateur occidental, est marginale, voire inconnue, même si à Nantes, dès les années 70 et 80, les frères Jalado, Alain et Philippe, qui ont créé le festival, à l'époque secondé à la programmation par Serge Danet, qui était très impliqué au festival dans les premières années, ont eu pour vocation effectivement de mettre à jour non seulement la carte du cinéma contemporain en l'élargissant bien au-delà des repères européens et nord-américains qui étaient grosso modo un peu constituaient, je dirais, la matière principale des grandes manifestations internationales, à quelques exceptions près. Lesquelles? Et puis surtout en témoignant de réalité contemporaine, celle des années 80, de ces cinématographies-là. À un moment donné, on est peut-être aussi un tout petit peu orphelin d'un cinéma européen et américain qui est en train de se transformer. On pourra y revenir tout à l'heure pour plein de raisons, mais je pense que le festival répond à son origine, à quelque chose d'assez particulier qui est pas sans lien avec ce qu'on disait au tout début,
à savoir que la cinéphilie est totalement orpheline de sa modernité. Je crois, à la fin de ces années 70, la page est en train de se tourner et ouvrir à autre chose. On pourra revenir après sur l'histoire du documentaire ou de la manière de le montrer en France, ce qui se passe dans les années 80 et qui préfigure les années 90. Et que l'idée des frères Jalado est que il y a peut-être à élargir notre horizon pour peut-être aussi mieux comprendre là où on en est nous-mêmes et donc de témoigner des histoires passées du cinéma latino-américain, du cinéma africain. Le passé est très récent et presque immédiat, parce que c'est lié au processus, la fin des processus du colonialisme. Et donc, ce sont des pays jeunes dans leur indépendance, etc. Puis il y a toute l'Asie qui parfois est dans la même situation, mais qui par ailleurs a une histoire cinématographique, et notamment un pays comme le Japon absolument colossal et encore totalement inconnu. Ouais. Et donc il faut mettre la carte la carte du monde cinématographique, la carte de l'histoire du cinéma à jour d'une certaine manière. Je pense que c'est la première vocation du festival, et c'est vrai que les découvertes vont être nombreuses et stupéfiantes pendant toutes ces années, et notamment autour de ce grand pays qui est la Chine, où on découvre une succession de générations de cinéastes, jusqu'à celle du tournant des années 90-2000, où là, la Chine est confrontée à une mutation sans précédent de sa réalité, et où, de manière absolument spontanée et non prévisible, les jeunes cinéastes chinois vont s'emparer des outils cinématographiques, et ça tombe bien puisqu'ils seront eux-mêmes en train de se transformer, se miniaturiser, être beaucoup plus accessibles et légers pour témoigner de ces changements ou de ces bouleversements sans précédent de cette Chine qui est en train de basculer vers sa réalité actuelle et livrée à l'économie de marché, quoi. Et dans des proportions qui sont absolument gigantesques par rapport à ce qu'on connaît, quoi, et à vitesse accélérée. Vous êtes en train discrètement de faire une histoire du cinéma des années 90, c'est-à-dire changement des matériaux sur la façon de filmer, blockbuster, on l'a vu un peu puisque Réjeanne Vallée au tout début sur l'histoire des effets spéciaux nous racontait que l'impact de Jurassic Park, la façon dont ça transforme et comment ça régénère un cinéma qui commence à peiner aussi. Et la transformation par la Chine, enfin l'arrivée de nouveaux cinémas qui commencent à intéresser le monde entier puisqu'il est récompensé chez vous, mais ailleurs aussi. Oui, alors il se trouve qu'en Chine, c'est souvent le fait d'individus isolés et qui sont totalement déconnectés de liens avec l'industrie du cinéma, pour la plupart d'entre eux, quoi. En tout cas, pour cette 6e génération, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui commence à tourner des films autour de 97, 98 et après. Et c'est surtout, je pense, ce dont ils s'emparent, c'est de la miniaturisation des outils. C'est d'abord les caméras DV, et puis ensuite, les caméras analogiques, vidéo d'abord, et puis ensuite les caméras numériques, les premières, qui vont tout de suite pouvoir saisir parce qu'elles sont accessibles. Et puis surtout, il faut être absolument synchrone. Et c'est pour ça que la matière principale de ces films est une matière documentaire la plupart du temps. Les acteurs sont amateurs, on tourne avec ses copains ou quelques personnes qu'on a rencontrées à l'école et qui ont quelques connaissances techniques, et chacun prend part à la fabrication du film à la mesure de ses compétences. Et puis en même temps, je dirais que c'est presque... Alors, on a des films qui sont matures et exceptionnels tout de suite, mais c'est aussi des gens qui sont en train de finalement, en se confrontant à leur monde, à ce qui s'y passe, qui sont en train de devenir cinéastes en fabriquant leur premier, en finissant quasiment l'école en filmant, quoi. Et ça, c'est absolument prodigieux. Ce que j'essayais de dire autour de cette rétrospective, c'est que, et là, je vais pouvoir donner un exemple très concret puisque c'est récent et que ça m'a moi-même bouleversé. J'ai la certitude que ces cinéastes qui ont constitué tous, en les additionnant, une archive absolument considérable et peut-être unique sur ces transformations accélérées de la Chine. Et que ces images témoigneront pour très longtemps,
de ce qui probablement a été un des chocs les plus importants de ce début de 21e siècle. Et très récemment, j'ai été invité, alors je peux pas dire où pour des raisons en tout cas à Pékin, à montrer un certain nombre de films. On m'a demandé de faire un programme de films chinois dans un grand centre culturel de Pékin. Et je disais, ben oui, mais les films que je vais avoir envie de montrer, on peut pas les montrer ni les voir en Chine. Et puis finalement, les choses se sont faites. Et elles se sont faites de manière remarquable. Et on a montré un film de Wang Bing, un film très long de Wang Bing, tout le monde le reconnaîtra. Le premier, celui par lequel ce cinéaste s'est déclaré à nous comme étant... il vient de nous livrer quelque chose, on ne savait pas s'il deviendrait un grand cinéaste, mais il venait de livrer un des gestes les plus importants de ce début de siècle, cinématographiquement parlant. Oui. Il s'appelle À l'Ouest des Rails, ça dure 9h15, il l'a tourné tout seul, pendant 2 ans. Avec une caméra qui... Avec des années 90. Ouais. Alors, il en a cassé plusieurs, hein. On lui en a prêté parce que les conditions de tournage, le froid, le chaud, l'usine, etc., c'était compliqué. Et à Pékin sont venus de la ville où était tourné ce film, des années, donc pratiquement 20 ans avant désormais. En tout cas, le début du tournage, ça correspondait à peu près à ça, exactement 18 ans. Ils avaient entendu parler de ce film, ces gens avaient une vingtaine d'années, 22, 23 ans. Donc, ils étaient juste nés au moment où le film avait été tourné. Sauf que la ville dont il est question dans ce film n'existe plus. Elle était totalement transformée. Les seuls témoignages qu'ils ont de cette ville, c'est ce que leurs parents et parfois leurs grands-parents leur ont raconté. De cet immense complexe industriel dans lequel on travaillait quotidiennement jusqu'à 1 million de personnes en même temps. C'est colossal. Et donc, ils sont venus à Pékin pour découvrir ce film. Ils ont pris le train de nuit, ils sont arrivés avec leur sandwich et leur gamelle, etc., pour se mettre devant ces 9 heures. Et j'ai donc raconté ça à Wang Bing, on en avait déjà parlé, je lui ai dit, tu verras ce film, il sera quelque chose d'archive que tu viens de constituer, sera importante dans très longtemps, mais peut-être qu'elle le sera de manière encore accélérée. Ouais. Et ça s'est vérifié là, de devant moi, avec ces jeunes gens qui découvraient quelque chose qui avait été effacé, quoi. Et qui avait été effacé quasiment l'année de leur naissance, quoi. On peut aussi dire, parce que on pourrait, en tant qu'amateur de cinéma ou d'art, passer pour des foufous qui regardent des films pendant 9 heures. Ce que vous dites en sous-texte, c'est qu'on a affaire à un réalisateur dans un pays où on a du mal à filmer, qui, grâce à des moyens techniques nouveaux, plus petits, dans les années 90, peut réaliser un documentaire presque sans équipe, sans argent, sans rien. Et donc témoigner à la première personne d'une sorte de collision entre son histoire personnelle et la grande histoire générale. Ouais, c'est une relation d'historicité qui est rare et absolument exceptionnelle. La collusion entre une réalité technologique appropriable, une transformation et l'urgence qu'ont eu ces jeunes cinéastes de témoigner de ce qui se passait, d'essayer de comprendre en agissant en tant que cinéaste, quoi. Et bon, ça c'est un des grands événements amenés par le cinéma chinois au tournant des années 90-2000. Et alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que cette clandestinité, elle est beaucoup plus difficile à assumer, à vivre en Chine en tant qu'artiste, c'est certain. Je vous propose une petite découverte, enfin pas pour vous, mais on était en 90. Vous parliez de ces 20 ans passés de cinéma chinois et j'ai choisi le film primé en 97 dans votre festival, si vous permettez que je vous l'attribue. C'est un film de Zhang Ke qui s'appelle Pickpocket, dont on voit un petit morceau. Zhao. 你们在这里做什么？哦，没什么，长官，我们在这里聊天。聊天？打开行李箱给我看看，快打开行李箱，打开呀！他妈的，是不是你出卖我？你是不是卧底？是不是？我检查一下枪。我相信你。
在每一天，我在彷徨，每日每夜我在流浪，多么想找都愿意相随的人，叫我心不再漂泊。希望等待你的来临。 Nous voilà. Qu'est-ce que c'est beau? Déjà visuellement? Oui, Jiazangke, c'est avec Wang Bing probablement les deux noms de cette génération de cinéastes chinois qui se sont sur la durée imposés. Le premier, Jiazangke étant engagé sur un vrai travail de cinéma de fiction. Alors, il n'a pas exclu le documentaire puisqu'il en a tourné quelques-uns, mais majoritairement ce sont des films de fiction. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une position dans le cinéma mondial, évidemment, parce que il a à peine tourné, qu'il est déjà à Cannes en compétition quand il est pas primé, mais qui a trouvé une position en Chine qui lui permet de travailler et de construire son œuvre et même sur des bases qui sont désormais très solides. Wang Bing est resté lui un peu fidèle alors je dis pas que Jiazangke s'est trahi, mais il travaillait déjà avec une équipe, avec un chef opérateur, etc. On était vraiment sur un travail de fiction qui nécessitait un peu plus pas de moyens, mais un travail plus collectif. Wang Bing est resté un farouche solitaire, même si pour certains films, il s'accompagne d'autres personnes qui le relaient au cadre en fonction des besoins. Est-ce que vous confirmeriez, quand on regarde ce palmarès de 91, là j'étais sur un film de 97. Bon, c'est un peu flou, je vois pas très bien. Oui, je vous ai pas demandé de réviser avant. On a aussi affaire à un monde qui se transforme. Hein. On est après 90, le bloc communiste va changer, donc on a à la fois la possibilité de voir des images qu'on n'avait pas vues avant. Mais pour la Chine, pour finir, pour le peu que je en connaisse, sur le cinéma chinois, une espèce de biais par l'histoire elle-même pour ne pas montrer frontalement les questions d'actualité, pour un peu les contourner en évoquant une histoire ancienne, mais qui, évidemment, quand on y pense, fait écho à celle contemporaine. Je sais pas, je pense qu'il y a autant de manières de s'emparer de ces questions qu'il y a eu sur 2 décennies et demie ou 3 de cinéastes importants en Chine. La plus grande difficulté qu'ont rencontré un certain nombre d'entre eux, c'est de faire œuvre sur la durée, de pouvoir répéter le geste, l'approfondir et le prolonger, parce que c'est vraiment pas simple de faire du cinéma en Chine, indépendamment des moyens colossaux dont dispose aujourd'hui l'industrie, qui est presque exclusivement orientée du côté du divertissement. Ces films d'auteurs chinois n'ont pas de public en Chine, y compris aujourd'hui. Alors, pas seulement parce certains sont totalement exclus pour des raisons de censure, mais ceux qui parviennent à arriver sur les écrans sont relégués à des séances à 8h ou à 9h le matin, évidemment, à laquelle les gens ont autre chose à faire pour la plupart que d'aller voir un film, et puis le reste de la journée, c'est des productions américaines ou des productions chinoises commerciales qui s'accaparent les écrans, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième détour qui chatouille un peu comme question, c'est que on a beaucoup aimé Wong Kar-wai quand c'est arrivé en France, notamment parce que c'est très esthétique et qu'on a aussi c'est celui qui analyse les images qui vous dit ça. On a une sorte d'esthétisation de rêve de ce que serait l'Asie ou de ce que serait. Je prends le terme à dessein parce qu'il est devenu ambigu maintenant et même péjoratif, exotique. Et certains films de Wong Kar-wai collaient à cette espèce de beauté des comédiennes, des comédiens, d'un monde révolu, d'une espèce de nostalgie qui n'était peut-être moins agressive pour un Européen qui regarde le film que les films de Wang Bing.
Oui, alors, je sais pas. Alors, si on met à part Les Cendres du Temps, qui est un film un peu particulier dans la filmographie de Wong Kar-wai, c'est aussi la place très particulière qu'a Hong Kong dans Oui. ses films. C'est une ville qui a une réalité, à défaut d'esthétique plastique si particulière, Oui. que de l'explorer en filmant les personnages qui sont ceux de Wong Kar-wai, qui sont des personnages comme ça dont on sait pas trop où ils cheminent entre un mélodrame forcément déçu, une intrigue policière et autres, ce mélange des genres dans le réseau tentaculaire comme ça et vibrant de Hong Kong a vraiment créé quelque chose d'assez insolite et inédit pour ceux qui ne connaissent rien du cinéma hongkongais. C'est absolument certain, mais je pense que ce qui fait que ces films ont eu un écho, cela et bien d'autres, c'est qu'on rentre dans ces années-là déjà dans une situation presque préfigurée d'une nouvelle globalisation, mondialisation du marché du cinéma, quoi. Oui. Et qui a été amplifiée depuis parce que bon, prends un détail, quelque chose de très concret. Avant, quand les prédécesseurs cherchaient un film, ils écrivaient une lettre et puis la postaient. Oui. Et puis ils l'envoyaient en Inde et puis ils attendaient quelques semaines pour qu'on leur fasse une réponse, ou bien ils téléphonaient, quoi. Et puis ensuite les gens envoyaient une cassette VHS. Alors pour voir un film, ça prenait un certain temps. Moi, j'ai reçu là entre le 1er août et le 30 août 350 films. Votre festival aura lieu quand? Il aura lieu fin novembre. Et donc les films, non seulement leur nombre a explosé, hein, le nombre de films produits est exponentiel aujourd'hui au regard de la multitude des pratiques, des économies et des esthétiques cinématographiques, en tout cas des gestes de cinéma auxquels on peut avoir accès et être tenté de produire un peu partout. Et puis en plus de ça, les films, ils arrivent, quoi. On envoie 2 mails et puis un quart d'heure après, on voit le film, ou presque. T'as que le décalage horaire quasiment qui empêche presque désormais la simultanéité de la demande quasiment et de la réponse, en dehors d'affaires de marché qui sont liées aux vendeurs etc. Donc les intermédiaires se sont multipliés aussi, hein. Il y a des gens aujourd'hui qui creusent des catalogues de films et qui ont pour métier, il y en a tellement, de les valoriser auprès des festivals ou des distributeurs. On a assisté dans cet élargissement et je dirais cette intensification du marché mondial du cinéma à une reconfiguration très forte, non seulement des métiers, des intermédiaires, des négociations etc., dont la réalité des plateformes qui sont apparues ne sont que aujourd'hui un aboutissement, puisque les films n'ayant pas forcément de destin en festival, pas forcément de destin en salle, etc., ont aussi pour potentiel issu de se retrouver sur une plateforme de diffusion en paiement. Mais c'est extrêmement troublant, hein, parce qu'on a à la fois le sentiment d'une grande proximité avec le reste du monde, puisqu'on a énormément d'interlocuteurs et des relations très privilégiées avec certains d'entre eux qui font qu'on a un repérage souvent très détaillé de ce qui se passe, et puis en même temps, devant le nombre et les échelles, un sentiment d'errance parfois très, très déroutant. Oui, j'allais dire pour vous taquiner que si le monde entier peut arriver dans mon ordinateur, j'ai pas besoin de la programmation de Jérôme Baron aux 3 continents, puisque je peux accéder à tout. Je vais attendre, j'imagine, hein, parce que je sais que votre travail est complexe, justement, que vous regardiez tout et que vous triez dans tout, ce qui semble presque aujourd'hui impossible avec ce changement d'échelle. Non, mais je pense que vraiment que alors, déjà, on n'aura jamais accès à tout, et puis de toute façon, ces films sont aussi encadrés par des règles de diffusion, de droits, etc., qui font que leur accès est limité pour beaucoup d'entre eux au réseau professionnel dans un premier temps, réseau professionnel et industriel
du cinéma. Le deuxième, je pense que et ça reste un travail essentiel à mes yeux, et c'est qu'on fait on est prescripteur, quoi. Oui. C'est-à-dire que du fait de connaître l'histoire de cinématographie depuis longtemps, et moi j'ai une relation particulière avec ces films. Je suis allé au Festival des Trois Continents la première fois, j'avais 16 ans, et je suis pas allé tout le temps, mais la première fois à 16 ans, et je me souviens que les films que j'avais vus cette année-là m'avaient beaucoup marqué. Et donc la mémoire qu'on peut avoir et la connaissance accumulée, même si si elle reste partielle pour certains cas ou situations, fait qu'à un moment donné, on peut faire un travail de sélection, de prescription et de valorisation qui je pense, conserve une certaine valeur parce que précisément, on sait un tout petit peu de quoi on parle. On a pris le temps de la réflexion, d'études. Moi, je sais pas, un des grands plaisirs que j'ai, c'est d'aller quand je vais dans certains pays, c'est de passer des fois une semaine ou 15 jours dans les archives à continuer à voir des choses que j'ai pas vues, auxquelles j'ai pas eu accès, et qui datent de n'importe quelle période. Ça peut être des années 50, 60 ou 70, de manière à continuer d'enrichir, et puis parfois de remettre en question aussi un certain nombre de présupposés ou de savoir que je crois avoir acquis avec le temps, quoi. Et qui me permettent de peut-être mieux comprendre aussi certains gestes de cinéma contemporain, parce que ce qui est aussi fascinant, c'est qu'une bonne partie de cette jeunesse cinéaste, ou en tout cas ou producteurs, sont aussi dans une relation d'héritage, parfois de questionnement ou de relecture de leur propre histoire cinématographique, culturelle ou intellectuelle, à travers leur geste de cinéma. Il ne s'agit pas seulement de faire des œuvres au présent, mais depuis le présent, de prendre un tout petit peu de recul et pour certains même de revendiquer une inscription dans cette histoire cinématographique. Alors, locale ou régionale, mais parfois élargie, puisque la circulation des films étant amplifiée, on s'aperçoit que la cinéphilie des Philippins, elle compte aussi avec le cinéma brésilien, elle compte aussi avec des films japonais, elle compte aussi avec des films turcs ou européens, et que de ce point de vue-là, il y a un enrichissement de la réflexion et de la connaissance qu'on peut avoir les uns des autres dans notre capacité à échanger sur le cinéma, qui est assez précieuse et forte. Et puis le fait que vous soyez l'héritier, entre guillemets, de 40 ans de festival, c'était un peu ma question précédente, c'est que on pourrait faire une histoire du regard. Je parlais d'exotisme, d'un mot qui s'est transformé. Dans les années 70, on peut aimer découvrir un pays étranger. Dans les années 80, le visiter plus facilement qu'on ne le faisait 10 ans avant. Et aujourd'hui, le connaître sans y avoir mis les pieds. Il y a quand même une transformation du regard à l'autre et à ce qui est étranger, justement, qui est au cœur d'une sorte d'histoire du regard. Je dirais que le proche et le lointain, ce sont toujours des notions relatives, parce que je pense que les spectateurs qui arrivent au festival dans les années 80 à son origine sont effectivement d'un côté ces orphelins d'une certaine modernité du cinéma et qui cherchent à travers peut-être à se consoler en élargissant leur connaissance du cinéma. Et là, il y a un geste critique, et les cahiers du cinéma a été la revue qui a tout de suite accompagné l'émergence du festival. Et c'est pas un hasard. Et puis de l'autre, je pense qu'il y a tous les gens qui ont eu des engagements militants très forts dans les années 70, et notamment des engagements tiers-mondistes, qui à travers les trois continents, et sont aussi orphelins de ces luttes et ces engagements pour certains d'entre eux, parce que beaucoup de choses ont cédé ou évolué de manière dramatique et pas du tout selon les espérances qu'ils avaient portées. Et je pense que ce que le festival parvient à faire sans l'avoir prémédité, d'une certaine façon, au tournant des années 80, c'est à rassembler ces gens-là, qui parfois d'ailleurs peuvent être les mêmes, quoi. À les rapprocher. Je pense que la dimension exotique dont on parle, ou en tout cas cette tentation de l'exotisme, elle est peut-être un tout petit peu plus forte dans les années 90. Oui. Et aujourd'hui, on est dans une relation, je crois, qui pourrait être une sorte de, alors, je sais pas s'il y a sûrement des étapes intermédiaires, mais si on schématisait un peu vite, et je le vois parfois avec un public relativement jeune,
c'est que les gens sont informés, voire parfois surinformés. En tout cas, ils ont des images du monde, ou sont en contact avec des images, des représentations, ou du monde et du monde quotidien et de ses actualités de manière quasi permanente. Sauf que ce que le cinéma leur donne, et leur donne encore, c'est effectivement cette distance de regard, Oui. à la fois temporelle et spatiale, qui est le fait d'une pensée, enfin d'une esthétique, qui vient effectivement soustraire un tout petit peu ces. Le cinéma se tient à distance je dirais, de la puissance médiatique, quoi. Et- On vient pas chercher au cinéma justement de la puissance et de l'information. On vient chercher autre chose. On vient avec lui tenter de suspendre le temps, d'avoir un autre rapport à l'écoute, à l'espace, au récit, et que c'est pas quelqu'un qui nous raconte l'histoire. Alors même si le cinéaste le fait, mais la médiation opère de manière totalement différente. Et je pense que les gens sont aussi attachés à reprendre pied face à un monde dont les vitesses et les intensités souvent les dépassent, quoi. J'ai mis en fond d'écran le festival de 98 qui s'amuse à reconvoquer tous les films primés. Ah oui, les 30. Voilà, donc on est en 89 avec un film iranien, un film mexicain en 86, en 87 un film turc, le Souleymane Cissé de 78, Corée, Tunisie et le Wuxia Hossein de 84. On va remontrer cette année d'ailleurs. Et j'en viens parce que ça commence à se préciser. Voilà, il y a un virage dans les affiches. On était sur des personnages et puis là on est parti sur du graphisme un peu esthétisant. Et voici l'affiche à laquelle qui doit être votre premier festival, Ouais. si mes calculs sont justes, qui était un montage. Donc un nouveau directeur, nouvelle esthétique. Et j'en reviens à votre petit texte. Enfin, il n'est pas petit du tout d'ailleurs. Présence du cinéma indépendant chinois, notre enthousiasme pour Zhang Ke, Wang Bing, Zhao Liang, et puis la reconnaissance internationale acquise au début des années 90 par cette 5e génération. On parlait de la 6e après. Et puis, ça me permet de regarder avec vous ce qu'en 2010 on regardait. Et nous avons indirectement, ça permet de faire une dernière partie en fait. Vous l'avez évoqué au début, mais les années 90 avec Wang Bing notamment, c'est l'arrivée d'un documentaire avec des moyens techniques plus faciles en fait. J'ai montré cet extrait de Zhang Ke parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du documentaire dans ce plan un peu fixe. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et, oui, on filme la rue, on filme les gens de tous les jours et Xiao est précisément un personnage qui, d'une certaine manière, est rétif à ce qu'il y a autour de lui, quoi. Il sent bien quelque chose est en train de bouger, il sait pas trop quoi, il comprend pas trop quoi, mais il veut pas y aller, quoi. Et puis en cela, moi j'ai une généalogie comme ça, parce que ce personnage, il a beau être très chinois dans cette petite ville de province, avec ses activités quotidiennes, ses petits commerces minables, etc. C'est larcin mais moi, il me renvoie beaucoup d'autres personnages de cinéma et plutôt européens à d'autres périodes où justement, comme ça, il y a eu des grands rétifs. Moi, je revois le personnage principal de Il était un maire le chanteur de Dario Celiani, qui est toujours en retard sauf avec la musique pendant tout le film et qui le reste du temps passe sa vie à draguer les filles plutôt qu'à être le jeune communiste et musicien modèle qu'on attend de lui. Je pense au boxeur interprété par Skolimowski, qui est également réalisateur du film de Walkover et bien d'autres. Ces personnages ont des années plus tard, dans un autre contexte, mais de grandes transformations et aussi de tensions, d'un seul coup, un cousin chinois, voilà. Et il s'appelle Xiao Wu. Alors, je sais pas si Zhang Ke, à ce moment-là, a vu ces films-là, mais il se trouve qu'il y a une affinité, je dirais même une fraternité, d'une certaine façon, entre ces personnages.
Il y a quelque chose qu'on peut relever dans ce que vous dites aussi, parce que je l'ai encore dit avec personne, c'est que les outils dans la façon de filmer deviennent des outils que les artistes contemporains vont utiliser. Et il y a quelque chose qui est intéressant, sur lequel je ne sais pas si vous avez une réponse, mais ça m'intéresse de vous questionner, c'est que quand on regarde l'histoire de l'art vidéo, il y en a une bonne série chez Art Press sur les débuts de l'art vidéo. On est sur évidemment Fargier, sur Nam June-paik, sur Bill Viola. Et puis la suite, on est sur plutôt l'installation. On est sur Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Sam Taylor Wood. Et quelqu'un faisait une remarque disant que finalement le début de l'art vidéo, c'est une sorte de confrontation à l'histoire de la télévision, à l'écran de télévision, alors que l'art vidéo des années 90 va être une confrontation à l'histoire du cinéma, en fait, à la figure de l'artiste, à la figure du héros, entre guillemets, qui va être questionné par des artistes dans les galeries. Oui, je pense que dès les années 80, de toute façon, le cinéma devient lui-même poreux à la télévision et ce qu'elle donne à voir, c'est-à-dire grosso modo un robinet, de la publicité, du vidéoclip et justement malheureusement pas assez et pas beaucoup de vidéo art, parce que le vidéo art a raté d'une certaine manière, je pense, son rendez-vous avec la télévision. Oui. On pourrait, c'est assez intéressant parce que là, maintenant que vous en parlez, milieu des années 80, il se passe quelque chose d'assez étonnant en France. Spontanément, comme ça, les unes un peu en réaction aux autres, peut-être, naissent 3 chaînes de télévision. La première, c'est la 5 Berlusconi, qui est une télévision absolument parfaite, je pense, du point de vue de ce que peut être la télévision. C'est-à-dire que c'est du divertissement bas de gamme à foison, diffusé du matin au soir sans interruption avec de la pub au milieu. Ouais. On n'avait jamais imaginé une télévision aussi parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de faire de programme. On les achète, on les grille et au milieu, on met le plus de pubs possible. Et puis d'ailleurs, Berlusconi est le premier à couper les épisodes de séries télé à la télévision française de publicité parce que on l'oblige pas à ne pas en mettre, donc il en profite pour couper un épisode de 50 minutes 3 ou 4 fois, 2 ou 3 fois, puisque je pense que c'était le maximum autorisé. Et puis en réaction à ça, parce que voilà, c'est la télévision italienne, Berlusconi, on a une chaîne française qui s'appelle M6 qui naît, et M6 ça va être la chaîne du clip et de la pub. Ouais. Donc et puis finalement on a la 7 qui vient comme pour dire oui, on va quand même essayer de sauver l'honneur de tout ça en ajoutant une chaîne publique qui va devenir par la suite franco-allemande. Et c'est marrant parce que la 7, ça va être véritablement le seul endroit qui va accueillir du vidéo art. Alors pas en proportion importante, mais aussi le documentaire dont on parlait un petit peu tout à l'heure et qui sera actif très précisément à la fin de ces années 80. Puisque la grande relance du cinéma documentaire en France, féconde, riche, à tel point que je pense qu'elle a aussi donné un petit peu un coup de pied au cul au cinéma de fiction, pour le dire un peu trivialement. Ça se réactive véritablement à partir de ce moment-là. Je crois que l'ouverture de la 7, c'est 86. 1 an après, il y a une société de production française de films documentaires qui se met en route, qui s'appelle les Films d'ici, et qui va produire quasiment toute une génération de cinéastes aujourd'hui qui sont des gens qui ont laissé une marque profonde en tant que documentariste, en tant que cinéaste, mais œuvrant dans le documentaire, dans l'histoire du cinéma français. Alors, il y a un tout petit bémol à ce que vous venez de dire, c'est que mon invité juste après vous, c'est Jérôme Lefdup, l'auteur, l'inventeur, entre autres, de L'œil du cyclone sur Canal+. Oui, qui était une très bonne émission. Ouais. Qui est le vidéo art sur une autre chaîne, donc je vous suis absolument. Mais il y a eu une période où la télévision faisait ça. Ce que je voulais vous demander, c'était que finalement le rapport à la télé changeait et que les années 90 se tournaient vers le cinéma, même dans la façon de faire du documentaire, la référence devenait plutôt celle du cinéma. Je pense que ce que ces cinéastes ont apporté à la fin des années 80-90 en France, c'est que ils ont un peu dépoussiéré l'image qu'on pouvait avoir du documentaire et qui est totalement confinée dans sa présentation télévisuelle, c'est-à-dire grosso modo celle d'un documentaire
pour la plupart des gens, ressemblait à un travail journalistique, quoi. Oui. En tout cas, à ces normes de l'information médiatique, étirées, un peu mieux fagotées, avec un commentaire un tout petit peu plus savant ou détaillé que dans des news, et qu'il était possible de faire autre chose, d'aller au contact des choses, d'exprimer du désir pour les gens, le monde, la réalité de cette société française qui les entourait. Et là, on a eu une période extrêmement féconde d'œuvres qui pour moi ont été des œuvres importantes aussi. Je pense que ces films après ces origines lointaines dont je parlais tout à l'heure, mais qui n'étaient pas conscientisés d'un rapport très fort au documentaire très tôt. C'est un cinéma que j'ai toujours aimé, mais là j'avais l'impression que à 17, 18, 19, 20 ans, ces gens étaient d'une certaine manière étaient en train de redevenir les pères qui m'avaient pas transmis des choses, quoi. Et notamment à travers le cinéma un amour pour le réel. Ouais. Il y a ce film, peut-être vous allez m'accompagner dans le plaisir de dire que tout le monde doit le voir, qui a été programmé en festival chez vous, ce film de Kiarostami de 91, où le résumé dit bien comment le rapport à l'image a changé. Voilà, après le terrible tremblement de terre survenu en Iran en 90, un cinéaste prend la route vers le village de Koker avec son jeune fils Pouya. Au milieu des décombres et des survivants affairés, il tente de se frayer un chemin afin de retrouver les enfants acteurs de son précédent film. C'est-à-dire le sujet du film devient ce qu'était un film et comment il s'est transformé. Voilà, le cinéma lui-même et la vie c'est intéressant continue. de revenir à Kiarostami parce que je pense qu'à lui seul, il résume presque. Il pourrait servir comme ça d'exemple parfait à résumer, à condenser presque tout ce qu'on s'est dit. Parce que quand on découvre Kiarostami avec Où est la maison de mon ami en 89 à Nantes, et puis ensuite à Locarno où il est d'ailleurs primé et récompensé, et on comprend beaucoup plus tard, 2, 3, 4 ans après, que Kiarostami a déjà fait des films depuis 1970. Oui. C'est un cinéaste qui a déjà 20 ans de carrière derrière lui. Donc là encore, quelque chose surgit d'immédiatement singulier et de remarquable. Donc on se dit, on fait encore une découverte, et en fait on s'aperçoit que la découverte, elle a une antériorité elle est le résultat d'un processus ou d'un travail de 20 ans. Vous faites de la géographie et de l'histoire en même temps. Voilà, c'est ça. Il faut exactement dans cette idée très forte des années 80, je crois que des choses surgissent, elles sont nouvelles, et puis en même temps, il faut tout de suite tourner le rétroviseur pour voir d'où elles viennent. Et avec le cas Kiarostami, on s'aperçoit qu'elles sont le résultat d'un travail patient. Ce qu'on va découvrir plus tard, et là, ça rejoint un tout petit peu la question du cinéma, de l'installation, du musée tel qu'on entamait de la poser. C'est que Kiarostami est poète, qu'il est photographe, qu'il peint, Oui. et que il est cinéaste pour nous tous, mais que lui s'est jamais posé la question, indépendamment du privilège qu'il a donné au cinéma, de ne pas avoir d'autres pratiques, et que ces pratiques, elles sont là aussi permanentes et depuis longtemps. Oui. Kiarostami photographie, peint, dessine, écrit depuis des années, ce qui fait que lorsque le cinéma va commencer à être exposé ou à intéresser le musée ou à glisser de ce côté-là, qu'on va proposer à certains cinéastes de ne plus être montrés dans une salle, mais d'une certaine manière d'exposer leur film un petit peu. Oui. Kiarostami, il est déjà prêt avant tout le monde. Oui. Parce qu'il a déjà des photos, parce qu'il a déjà utilisé d'autres médiums, parce que de changer de configuration et d'adapter son travail à une autre mise en scène, de toute façon, il l'a déjà fait chez lui, il l'a déjà fait à Téhéran, oui. il l'a déjà. Et Kiarostami est dans ces années 80 ou de la fin des années 90, je dirais à 2010, le cinéaste qui est quasiment tout le temps synchrone avec les vitesses du monde. Oui.
Est-ce que, pas parce qu'il leur court après, mais parce qu'il est peut-être un peu plus prédisposé de par sa manière d'être en prise avec ce qui l'entoure et sa pratique, ou la diversité de ses pratiques artistiques, à être en réaction ou en capacité d'adaptation permanente avec ça. Et ce que raconte Et la vie continue, c'est justement des gens qui, après une catastrophe, sont en train de se réadapter à la vie après l'effondrement. Merci Jérôme Baron. J'ai mis l'affiche du prochain 19 au 28 novembre. C'est ça. Il nous faut donc venir vous voir à Nantes. Mais vous êtes les bienvenus. A priori, le programme sera accessible à partir du début du mois de novembre sur le site. Encore 457 films à regarder et vous êtes prêts? Non, il nous reste les rétrospectives, etc. sont déjà calées. D'ailleurs, on repartira pour les amoureux du cinéma japonais. On célébrera cette année puisqu'on n'a pas pu le faire l'année dernière pour les raisons qu'on connaît tous. Le centenaire de la Shoshiku, qui est un des plus grands studios de cinéma au Japon, notamment connu par le public français pour avoir été le studio où Ozu a fait toute sa carrière, à l'exception de 2 films. Merci. Et moi, à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci de votre accueil. Merci de votre vision du cinéma. Merci. Et merci de la partager.